Je suis Denis Brusseau, donc j'interviens à l'école Méliès depuis déjà quelques années comme conférencier. J'anime les séances d'analyse filmique et puis j'interviens aussi ponctuellement pour accompagner les étudiants dans l'écriture de leurs films. L'idée n'est pas d'en faire des scénaristes professionnels puisque ce n'est pas la vocation pour l'instant de l'école ni forcément la vocation des élèves, mais comme on leur demande de faire un film de fin d'études, l'idée, c'est quand même de leur permettre de porter leur vision à un certain niveau de concept qui va faciliter la maîtrise de leurs outils à des fins créatives plutôt que de simplement être dans la démonstration technique. Déjà, la narration, c'est une réalité quasiment de notre quotidien. Moi, je considère que la narration, c'est de l'information dans le temps. Nous recevons constamment des informations. Ces informations, nous les combinons pour en extraire du sens. Elles ne sont pas en elles-mêmes porteuses de sens. C'est leur combinaison qui génère un sens que nous refabriquons mentalement. Et tout ça va dépendre des informations qu'on reçoit, de la manière dont on les reçoit, de l'ordre dans lequel on les reçoit, etc. Le sens sera différent. Ça, c'est déjà une réalité de la vie, puisque nous sommes notre perception du monde est une perception marquée par une évolution temporelle. Et aussi, nos sens sont là pour glaner de l'information. La narration s'apprend, mais pour moi, elle ne doit pas s'apprendre à l'acte fondamental de poser une proposition d'histoire, de définir une vision ou une thématique ou une ambition artistique. On doit être capable d'abord de la jeter sur le papier, de la faire vivre. Si la narration est une technique, pour moi, ce n'est pas une technique d'écriture, une technique de réécriture. Voilà. Les techniques de narration sont des techniques... alors, évidemment, il y a différentes formes de narration, puisque la narration, c'est quelque chose qui va au-delà de l'écriture elle-même, c'est une expérience. La narration, c'est une expérience narrative qui est la conjugaison d'un tas de choses, encore une fois, qu'on reçoit du son et des images. Un scénario ne génère pas de son et d'images. Donc, un scénario va devoir être transformé pour générer des sons et des images, qui est l'expérience finale que nous vivons. Néanmoins, quand on écrit, on peut utiliser des techniques d'écriture, mais pour moi, et d'ailleurs pas que pour moi, pour beaucoup d'auteurs de narration, de narratologues, la narration, c'est une technique de réécriture, c'est une technique de structuration, d'affinement de l'économie informationnelle, et surtout qui va permettre d'introduire dans l'histoire de la dramaturgie. Alors c'est intéressant comme question. Le cinéma, probablement, est, sinon la quintessence, en tout cas probablement la forme d'expression qui correspond le mieux à la définition de narration. Parce que, comme je disais, la narration, c'est une expérience. C'est une immersion dans l'information. Or, c'est vrai que le rapport qu'on peut avoir à la lecture, bon, évidemment, on a quand même une expérience imaginaire de recréation des images mentales par rapport à ce qu'on lit. Néanmoins, on a un rapport direct à un support unique, contrôlé par un artiste unique qui est l'auteur. Un écrivain contrôle ce qu'il écrit. Une expérience cinématographique, c'est une conjugaison de points de vue différents sur le même matériau narratif. Un décorateur a un avis sur l'histoire, le chef opérateur a un avis sur l'histoire, le cinéaste, lui, va tenter de combiner ses avis pour aller dans le sens de sa propre vision, mais à la fin, ce qu'on va voir, c'est pas le point de vue de l'un ou de l'autre, c'est une conjugaison de ces points de vue, mais canalisé dans une direction précise, c'est pour ça qu'on a besoin d'un chef d'orchestre qui est le réalisateur, de façon à ce qu'on ait une expérience narrative articulée et qui fait sens. Donc de ce point de vue, alors c'est quelque chose c'est aussi une définition qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, plus encore que le cinéma, puisqu'il y a la phase interactive qui rentre en ligne de compte, c'est une expérience sensorielle, image, son, gestion des informations, mais une expérience interactive et où la notion de narration ne va pas simplement émerger
de la conjugaison de points de vue créatifs, mais va émerger aussi de la façon dont moi, je vais finalement apporter ma propre notion de temporalité à la narration qui est elle-même de l'information dans le temps. La narration, c'est de l'information dans le temps, mais moi, je joue à mon rythme, dans l'ordre que je veux. Donc j'amène ma propre temporalité à cette temporalité. Donc c'est encore plus complexe. Ce que j'appelle un film unique, c'est la production d'un réalisateur qui n'a pas réalisé d'autres longs métrages par la suite. Voilà. Donc c'est l'unique long métrage de son auteur. Mais effectivement, pour délimiter le champ d'analyse de ce sujet, il faut poser un certain nombre de conditions. C'est-à-dire, effectivement, il y a des films qui datent de 2019 ou 2022 qui sont uniques, mais on peut tout à fait imaginer qu'ils ne sont pas destinés à le rester. Parfois, il y a de longs laps de temps. Je donnais l'exemple d'Akira. Il y a 12 ou 14 ans d'espace entre Akira et le film suivant de Katsuhiro Otomo. On a plus longtemps pensé qu'Akira resterait unique. Il ne l'a pas été. Le fait qu'il ne l'ait pas été éclaire, à mon sens, rétrospectivement, l'identité d'Akira comme n'étant pas un film unique. Et de fait, il y a un certain nombre de caractéristiques d'Akira qui ne sont pas celles de ce que j'appelle les caractéristiques que l'on retrouve dans beaucoup de films uniques, c'est-à-dire des films généralement très sombres. Il n'y a quasiment pas de comédie dans le film unique. Il y en a une ou deux. Mais ça reste rare. Il n'y a pas de comédie, c'est généralement des films très sombres, très lents, ruminatifs, qui questionnent l'impuissance, et qui sont des films beaucoup plus basés sur la vie intérieure du personnage que sur une véritable dramaturgie. Donc c'est des films souvent très peu dramaturgiques, où leur dramaturgie se dilue dans un rapport au temps qui la neutralise. Donc ça, ce sont quand même des points communs réels, et d'autres points communs font que, à mon sens, il y a suffisamment de points d'ancrage entre les films uniques pour qu'on puisse se poser la question de est-ce que les films uniques le sont accidentellement pour des paramètres voilà, qui doivent se considérer au cas par cas, ou est-ce qu'ils le sont parce qu'ils ne pouvaient pas en être autrement. Ce sont des films qui ont une destinée spécifique, ce qui nous amènerait, et ça reste une théorie, à nous demander si le cinéma n'a pas besoin de ces films uniques à différents moments de son histoire pour propulser le cinéma dans l'étape d'après. Ce qui serait, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler en conférence, mais qui serait une forme de darwinisme cinématographique. C'est-à-dire une sorte de phase d'évolution. Il y a des accidents de reproduction génétique qui font évoluer le génome humain. Et bien là, il y aurait des accidents qui sont des films uniques, qui sont des singularités, mais qui font avancer le cinéma par ricochet, mais pas pour l'auteur lui-même. Alors je pense que tous ces films, ou beaucoup d'entre eux, pas nécessairement la totalité, mais beaucoup de ceux que j'ai pu étudier ont marqué l'histoire du cinéma d'une manière ou d'une autre, mais ne la marquent pas d'une manière consciente. Ce sont rarement des films auxquels on se réfère, mais ce sont des films qui ont imprégné, qui ont travaillé en profondeur, qui ont insufflé quelque chose qui s'est diffusé et dont on retrouve parfois la répercussion beaucoup plus tard. Donc je pense que le film unique le plus célèbre, le plus emblématique et le plus influent, c'est La Nuit du chasseur de Charles Laughton. Déjà parce que c'est un film d'une maîtrise étonnante, presque anormale, non seulement pour un film unique, mais pour un réalisateur occasionnel qui ne se contente pas de jeter quelques idées devant la caméra, comme on peut l'avoir par exemple avec le Paganini de Kinski. Là, on a un réalisateur qui a un niveau de maîtrise, de réflexion de son travail et de contrôle des techniciens très chevronnés qui sont sur le plateau. Il arrive à contrôler leur savoir-faire au service d'une vision qui est elle-même une vision décalée du réel, ce qui pour moi est un des traits communs au film unique, qui est quand même très poussé. On peut considérer que le film unique, c'est presque une carrière de cinéaste en un seul film.
une sorte de... Voilà, plutôt que de faire toute une carrière, il a fait un film, mais il contient tout un cheminement d'artiste qui prendrait une carrière à faire, il l'a fait en un seul film. On peut le déplier, peut-être, pour y voir voilà, tous les films qu'il contient. Ça aussi, c'est une approche possible intéressante. Et puis, c'est un film qui, à mon avis, a énormément influencé parce que c'est un film qui n'est pas un film fantastique, mais qui, parce qu'il raconte un fait divers d'un point de vue des enfants, et qu'il questionne la problématique de la responsabilité adulte transférée sur un enfant. De ce point de vue, il nous donne à voir le monde par les yeux d'un enfant qui devrait être adulte, mais qui reste un enfant. Et tout ça génère des visions, un univers sensoriel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu La Nuit du Chasseur, mais c'est un film qui se définit quasiment exclusivement par le rapport sensoriel à l'information tout au long de l'œuvre. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui a beaucoup, beaucoup marqué les cinéastes espagnols. Et que le cinéma fantastique espagnol en a été profondément marqué. C'est-à-dire ce rapport entre l'enfance, la perte de l'innocence de l'enfance, le fantastique comme refuge de l'imaginaire enfantin et en même temps intrusion du mal. C'est le fait que dans le cinéma fantastique espagnol, on croit au mal absolu. Et Charlottone y croit. C'est-à-dire que le personnage de Robert Mitchum est une figuration du mal absolu. C'est de ce point de vue un film un peu presque manichéen. C'est un film chrétien, très nettement. Et donc, et qui parle du diable. Et je pense qu'il a énormément marqué et il a influencé quasiment tout le cinéma fantastique moderne. Alors, je pense que le film unique, c'est pas un plan de carrière, justement. Et que le film unique, c'est quelque chose qui n'est pas prémédité, mais qui est présent à l'intérieur du processus, à un niveau presque moléculaire, mais qui n'est pas prémédité par son artiste. En revanche, quand il fait son film, je pense qu'il a la conscience que son unique vocation d'artiste, c'est de faire ce film-là. Il n'a pas de désir d'en faire d'autres, ou s'il en a, ce désir est combattu par la prescience que ce film doit rester unique. Je donnais l'exemple de Noga, donc La Jambe, qui est un film russe, où l'artiste a toujours dit que ce film s'était imposé à lui, il avait eu le sentiment que le film l'avait désigné pour être son réalisateur. Et ça, je crois à ça dans le sens où j'avais trouvé cette thématique dans les autres films uniques avant même de lire cette anecdote sur Noga. Et à chaque fois qu'il a voulu parler de son film suivant, il a fait des malaises. Il a été incapable de parler. Et il s'est suicidé 1 an après, sachant que le film lui-même parlait d'un dédoublement qui ne peut se résoudre que par la mort. Donc je ne crois pas que l'on décide de faire un film unique. Je pense que si on en fait un, c'est parce qu'au fond, ce film unique vient éclairer quelque chose en nous dont nous n'avons pas conscience. C'est rarement des films faits par des gens qui avaient vocation à être cinéastes. Alors il y a des cas. Par exemple, je donnais l'exemple de Street Trash de Jim Murrow. C'était un étudiant en cinéma, ça devait être son premier film. Une fois qu'il a fait ce film, de façon assez inexplicable, il a voulu détruire les négatifs. Il a considéré que c'était un film inspiré par le diable. Et il n'a plus jamais réalisé de film. En revanche, dans ce film, il est entièrement réalisé à la Steadicam. Et il est devenu, grâce à ce film, l'un des plus grands Steadicamers d'Hollywood. Donc, je dirais, on a des ambitions, réaliser des franchises, devenir le nouveau Spielberg. Mais on peut aussi faire, sans le vouloir, un film unique, qui, s'il reste unique, témoigne du fait que notre destinée est bien différente de celle qu'on avait imaginée. Merci Denis. Avec plaisir.